vous parler des 4 étoiles fixes royales et de leur histoire. Car on ne peut pas séparer les 4 étoiles fixes royales du Sphinx. En 1979, j'ai publié un ouvrage, Aquarius sous la nouvelle ère du Verseau, dont la page d'illustration, dans la page de titre, comportait un Sphinx. Et à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout aux étoiles fixes royales, enfin pas spécialement, en tout cas, ce n'était pas au cœur de mon travail, puisque en 1976, j'avais publié dans Clé pour l'astrologie une étude cyclique où Saturne passait sur les équinoxes et les solstices. J'ai fait ma conversion aux étoiles fixes royales, en réalité, au début du XXe siècle, du XXIe siècle. Donc, plus de 20 ans plus tard. Mais déjà à l'époque, j'avais dit Aquarius, c'est quand même important puisque c'est un des 4 personnages du Sphinx. Alors, effectivement, on a tendance à nous présenter le zodiaque comme étant un ensemble d'un seul tenant et ayant un ancrage saisonnier sur le plan symbolique. En réalité, ce qu'on appelle le zodiaque au niveau symbolique est constitué de 2 sources. D'une part, les 4 étoiles fixes royales, qui correspondent aux 4 constellations, respectivement Aldébaran pour le taureau, Régulus pour le lion, Antares pour l'aigle, le scorpion, et Fomalo pour le poisson austral et le verseau. Donc là, nous avons un dispositif extrêmement ancien, que l'on retrouve d'ailleurs dans la lame du tarot 21, le monde, que l'on retrouve associé aux 4 évangélistes. On sait par exemple le lion de Saint-Marc, l'aigle de Saint-Jean, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très important, de très central. Et effectivement, ces 4 étoiles, ces 4 conjonctions, ces 4 signes, on les appelle des signes fixes. C'est assez curieux parce que ce sont des signes fixes qui correspondent aux étoiles fixes. Évidemment, avec la présence des équinoxes, ces étoiles sont passées, comme l'a remarqué d'ailleurs Rudyard, sont passées dans le signe suivant. Ce qui fait qu'Antares est désormais au cours de 9 degrés, non plus du Scorpion mais du Sagittaire. Aldébaran en face à 9 degrés des Gémeaux, alors qu'il appartient à la constellation du Taureau, et donc, etc. Et donc finalement, même Mars par exemple, et maintenant, Mars, Régulus maintenant, est passé au tout début de la Vierge, alors qu'il était, il y a encore quelques décennies, à la fin du Lion. Alors, d'un autre côté, il y a l'autre source du zodiaque, qui est le système qu'on peut considérer comme saisonnier sur le plan symbolique. C'est-à-dire qu'il y a 2 signes qui empruntent leur signification à la saison du printemps, 2 signes qui empruntent leur signification à la saison de l'été, et ainsi de suite. Donc 8 plus 4, ça fait 12. En réalité, il s'agit là d'un syncrétisme, parce que on a aussi les 4 éléments. Les 4 éléments qui sont en rapport avec les 4 signes fixes, puisqu'il y a un signe fixe par élément. Le feu pour le lion, la terre pour le taureau, l'eau pour le scorpion et l'air pour le verseau. On a donc d'une part un système quaternaire qu'il ne faut surtout pas relier à l'origine aux saisons. Ce quadrilatère céleste
il va pas coïncider miraculeusement avec les équinoxes et les solstices. Il faut bien pour être un peu réaliste. Donc c'est plutôt l'inverse qui se fait. On a pris ce quadrilatère et on l'a associé symboliquement aux saisons. Mais ça n'est pas les saisons ne sont pas le moteur du système. Ce n'est qu'un référentiel. C'est là que les astrologues se trompent. C'est pas parce qu'on a emprunté quelques éléments à un domaine qu'on est tributaire du domaine dans tous ses aspects. Donc, la confusion qui existe, c'est que quand une planète traverse le zodiaque, il y a deux enjeux différents. D'un côté, elle va être en aspect avec chacune de ses étoiles successivement, avec chacune de ses étoiles fixes royales. Elle va être en conjonction, puis elle va être en carré, puisque carré dans le système quaternaire équivaut, non, le semi-carré même. Le semi-carré en système quaternaire équivaut à l'opposition dans un système d'un seul en 360 degrés. Donc, on aura là une rythmique tout à fait remarquable qui va découper le cycle de la planète en 4 temps liés aux 4 conjonctions. Et puis de l'autre côté, on a pour chaque saison donc deux symboles. Bon, maintenant, si on veut étudier l'histoire de ces symboliques, voilà, on n'a pas fini de s'amuser parce que c'est très corrompu de toute façon. Quand on dit que le zodiaque est issu des saisons, c'est probablement vrai historiquement, mais ça s'est complètement déformé. Notamment pour les signes d'automne, où on voit, alors que le porc joue un rôle très important dans la symbolique des mois, eh bien le porc a complètement disparu au mois de novembre, décembre du zodiaque. Et ça, c'est déjà le signe d'une corruption évidente. Donc, la planète, le curseur planétaire, pour moi c'est Saturne, le curseur planétaire va entrer en conjonction avec une de ces 4 étoiles fixes royales, dont le sphinx est en quelque sorte la réminiscence, le pense-bête. Et là, il y aura 2 temps. Le temps cardinal et le temps mutable. Le temps cardinal qui correspond à une radicalité solsticiale, et le temps mutable qui correspond à une réalité équinoxiale, de transition, intermédiaire. C'est pour ça que je découpe chaque phase constituée par 2 conjonctions successives d'une même planète avec 2 étoiles fixes royales en 4 temps égaux. Un temps alpha autour de la conjonction, puis un temps gamma de passage, puis un temps oméga qui va être à l'opposé de la conjonction en quelque sorte, et puis un nouveau temps de gamma de passage pour revenir à la conjonction. Voilà comment j'interprète le système. Alors certains diront, mais pourquoi n'utiliser qu'une seule planète? Puisque c'est ce que je fais. Je répondrai d'abord qu'au niveau ergonomique, au niveau cognitif, nous avons tendance à préférer utiliser un seul facteur qui va passer à travers des temps successifs. Comme nous-mêmes, nous sommes un être qui traverse des phases successives. On retrouve d'ailleurs cette notion de curseur unique dans la théorie des précisions des équinoxes. Et même à la limite, dans le cas des grandes conjonctions, le curseur c'est Jupiter-Saturne, et donc c'est un curseur relativement simple. Pourquoi donc les astrologues d'aujourd'hui n'ont-ils plus de curseur? Même Barbault a essayé de faire un curseur en combinant 5 planètes de Jupiter à Pluton.
et en le regardant comme une totalité. Donc quelque part, l'astrologie est écartelée entre l'idée d'un curseur unique dont on va suivre le processus et l'idée d'une pluralité de curseurs. Je crois que l'idée de pluralité de curseurs a fait long feu et qu'il nous faut revenir à cela. Même Néroman, il y a déjà 80 ans, proposait de considérer cette fois-ci le milieu du ciel comme le curseur. Eckel aussi, Pierre Eckel, que j'ai bien connu, qui est un disciple de Néroman, avec ses directions évolutives, il y avait aussi un curseur qui avançait. Notre intellect a besoin d'un élément cursif qui va connaître des variations en cours de route. Donc je trouve tout à fait cohérent qu'on regarde comment une planète va évoluer à travers le zodiaque, même si j'ai des réticences par ailleurs. Mais en revanche, le fait d'étudier le passage de chaque planète dans le zodiaque me paraît une singulière aberration. Et j'aimerais bien qu'on en prie conscience, ou en tout cas au niveau de l'astrologie prévisionnelle, parce que c'est ça qui permet à l'astrologie d'avoir une lisibilité, donc d'être audible, et toute complexification du nombre des curseurs ne peut finalement que la discréditer et la disqualifier dans le débat intellectuel et politique.